Donc ça se passe bien. Nous avons un militaire formidable, des services formidables de l'armée. Nous parlons aussi du commerce et je suis sûr que nous allons trouver un accord. Donc je voudrais dire que c'est un grand honneur de vous recevoir ici dans ce bureau, le bureau ovale de la Maison Blanche. C'est un très bel endroit, même si en Allemagne, je sais que vous avez aussi de très beaux endroits. Bureau ovale où l'histoire se murmure souvent entre deux poignées de main. Donald Trump a choisi ce mardi 3 mars 2026 de faire tourner sa voix comme un coup de sémence. Aux côtés du chancelier allemand Friedrich Merz, premier dirigeant étranger reçu à la Maison Blanche depuis le déclenchement de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, le président des États-Unis a prononcé des mots qui résonnent comme une rupture. Nous allons cesser tout commerce avec l'Espagne. Nous ne voulons plus rien avoir à faire avec l'Espagne. Certains pays européens nous aident, nous soutiennent, et d'autres pas. L'Allemagne a été d'un grand soutien formidable, d'autres sont de bons soutiens. Je pense que Mark, le chef de l'OTAN, Mark Rutte, est formidable. Mais l'Espagne, par exemple, est très mauvais. L'Espagne, alliée de longue date au sein de l'OTAN, partenaire commercial fiable, terre de base militaire stratégique depuis les accords de 1953, se voit soudain reléguée au rang de paria. Un ultimatum commercial doublé d'une menace d'embargo lancée sans détour devant la presse et un chancelier européen médusé. Ce n'est pas une simple pique, c'est un acte de théâtre diplomatique où l'amitié affichée avec Berlin sert de contrepoint à la fureur contre Madrid. Et derrière cette scène se dessinent des enjeux colossaux. La cohésion de l'Alliance Atlantique en temps de guerre, la souveraineté européenne face à l'America First radicalisée et les fragiles équilibres du commerce transatlantique au cœur d'un conflit moyen-oriental qui s'étend déjà au rivage de la Méditerranée. Moi, j'ai demandé à tous les pays de l'Europe de 5% leurs dépenses nucléaires. C'était formidable, mais l'Espagne n'a pas voulu. Et maintenant, l'Espagne a dit que nous ne pouvons pas nous servir de leur base pour nos attaques. Eh bien, tant pis, moi je dis, on peut y aller quand même, hein. On ira sans leur demander leur avis. Donc, l'Espagne n'est pas très amicale. L'Espagne n'a rien pour nous, à part les Espagnols eux-mêmes, qui sont un peuple formidable. La visite de Friedrich Merz était prévue de longue date. Elle devait porter sur le commerce, l'Ukraine et les relations transatlantiques. Mais l'actualité, l'offensive lancée par Washington et Tel Aviv contre l'Iran dès le week-end précédent a tout emporté. Merz, chancelier conservateur fraîchement élu, arrive en allié. Trump le salue pour son très bon travail, loue l'Allemagne qui aide dans les opérations iraniennes et vante leur amitié naissante malgré les différents passés. Le message est limpide, Berlin coopère, Berlin est sur la même longueur d'onde sur l'Iran. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir invité. C'est la troisième fois que je suis là dans le bureau ovale et c'est toujours important de pouvoir vous parler en ces temps qui changent. Et c'est vrai que nous avons une tâche commune de se débarrasser de ce régime terrible en Iran. Et puis, sans transition, le temps change, Trump pivote vers l'Espagne. L'Espagne a été terrible, lâche-t-il. L'Espagne a été lamentable. Il accuse Madrid d'avoir refusé l'accès à ses bases militaires en Andalousie. Rota, base navale et Moron, base aérienne, pour les frappes contre l'Iran. 15 appareils américains, dont des ravitailleurs, y avaient pourtant été repositionnés. Refus catégorique du gouvernement socialiste de Pedro Sánchez.
Ces bases sous souveraineté espagnole ne peuvent servir qu'à des opérations conformes à la Charte des Nations Unies. Le ministre des Affaires étrangères, José Manuel Alvarez, le répète publiquement. Aucune demande formelle n'a été reçue et les bases que nous utilisons conjointement avec les États-Unis sont des bases sous souveraineté espagnole. Trump ne s'arrête pas là, il ajoute un griffe plus ancien, mais tout aussi virulent. L'Espagne est le seul pays de l'OTAN qui n'a pas accepté de consacrer 5% de son PIB à des dépenses de défense. Le nouvel objectif fixé par Washington, une exigence qui dépasse largement les 2% traditionnels et que Madrid, seul parmi les 32 alliés, rejette. Très peu coopérative, martèle-t-il. Il ordonne alors au secrétaire au Trésor, Scott Bessent, de couper toutes les relations avec l'Espagne et affirme avec cette assurance trompienne si caractéristique: j'ai le droit d'arrêter tout ce qui concerne l'Espagne et nous pourrions le faire avec l'Espagne. On l'écoute. Et j'ai dit à Scott de couper tous les entretiens avec l'Espagne. Moi, j'ai demandé à tous les pays de l'Europe de hausser de 5% leurs dépenses nucléaires. C'était formidable, mais l'Espagne n'a pas voulu. Et maintenant, l'Espagne a dit que nous ne pouvons pas nous servir de leur base pour nos attaques. Eh bien, tant pis, moi je dis, on peut y aller quand même, hein. On ira sans leur demander leur avis. Donc, l'Espagne n'est pas très amicale. L'Espagne n'a rien pour nous, à part les Espagnols eux-mêmes, qui sont un peuple formidable. Metz assiste à la scène sans broncher publiquement. Il promet même, en bon médiateur, de convaincre Madrid sur les dépenses militaires. Mais le contraste est saisissant. L'Oval Office, temple de la puissance, devient ici le théâtre d'une mise au pilori d'un allié européen, tandis qu'un autre est encensé. C'est là toute la touche unique de cet épisode. Trump transforme une rencontre bilatérale amicale en tribunal transatlantique où la loyauté se mesure à l'aune de l'obéissance immédiate. Pour comprendre la violence du propos, il faut remonter au contexte explosif du moment. La guerre contre l'Iran, déclenchée samedi dernier, a déjà vu des frappes sur Téhéran et Beyrouth. Les États-Unis ont besoin de tout leur levier logistique en Méditerranée. Les bases espagnoles, héritage de la guerre froide, sont cruciales. Rota abrite des destroyers Aegis, mourant des avions de transport et de ravitaillement. Leur refus n'est pas anodin. Il s'inscrit dans la ligne prudente de Pedro Sánchez, des dernier grand dirigeant de gauche en Europe occidentale qui a déjà refusé l'usage de ports espagnols pour des armes à destination d'Israël et défend un cessez-le-feu immédiat. On peut s'opposer à un régime haïssable tout en s'opposant à une intervention militaire injustifiée et dangereuse, a-t-il déclaré. À cela s'ajoute le contentieux OTAN. Dès octobre 2025, Trump avait menacé l'Espagne de tarifs douaniers punitifs pour son refus d'atteindre les 5%. Madrid reste à environ 1,5 à 2% du PIB, argant des contraintes budgétaires et d'une vision plus multilatérale de la sécurité. Trump n'oublie rien. L'Espagne devient le symbole du free rider européen qu'il dénonce depuis 2016. Vous savez, c'était le seul pays à l'OTAN qui n'a pas voulu monter jusqu'à 5% les dépenses militaires. Je pense qu'ils voulaient rester à 2% et même les 2%, ils ne les paient pas. Donc nous avons arrêté le commerce avec l'Espagne. Nous ne souhaitons plus travailler avec l'Espagne. Cette réunion n'était pas anodine. Metz est le premier chef étranger reçu depuis le début du conflit iranien. Les dossiers étaient lourds. Droits des douanes, Ukraine, Chine, où Metz venait de décrocher des contrats Airbus. Mais l'Iran a tout éclipsé. Pour Trump, il s'agit de tester la solidarité européenne, louer l'Allemagne pour mieux isoler les récalcitrants, à savoir l'Espagne et même le Royaume-Uni, critiqué pour son manque d'enthousiasme sur Chypre et Diego Garcia. Pour Metz, conservateur atlantiste, c'est un exercice d'équilibriste, maintenir le lien avec Washington sans aliéner les partenaires européens.
Et nous allons en parler, et nous allons parler aussi de ce qu'il adviendra après. Nous devons parler aussi de nos accords commerciaux que j'aimerais mettre en œuvre le plus rapidement possible, et nous devons parler de l'Ukraine. Il y a trop de méchants dans ce monde, et il faudra parler aussi de l'Ukraine parce que nous voulons que cette guerre, ce conflit se termine le plus rapidement possible, mais l'Ukraine veut préserver ses intérêts, son territoire. Nous allons en parler. Tout à fait, merci. Et merci de m'avoir invité dans votre guest house. Très, très confortable. Ça vous a plu? Superbe endroit. Les enjeux sont stratosphériques. Militairement, une fissure dans l'OTAN en pleine guerre affaiblit la dissuasion face à la Russie et à l'Iran. Économiquement, rompre les échanges avec l'Espagne où les États-Unis dégagent un solde commercial positif selon plusieurs analyses serait contre-productif et probablement illégal. Accord UE-États-Unis, règles de l'OMC, souveraineté des entreprises privées. Madrid l'a rappelé aussitôt dans un communiqué ferme. Toute révision doit respecter l'autonomie des entreprises, le droit international et les accords bilatéraux. L'Espagne est un partenaire commercial fiable pour 195 pays, a-t-elle ajouté, prête à diversifier et à amortir les chocs. Géopolitiquement, ce coup de force accélère le débat européen sur l'autonomie stratégique. Paris et Berlin, déjà en discussion sur la dissuasion nucléaire, verront dans cette menace un signal. Washington n'hésitera plus à punir les alliés qui ne suivent pas. L'Union européenne, via ses mécanismes de riposte commerciale, pourrait riposter. Et l'OTAN elle-même risque une crise de confiance inédite. Et je ne suis pas ravi de la position du Royaume-Uni non plus. Vous savez, il y a cette histoire d'une île et on aurait voulu atterrir sur cette île. Ils n'ont pas voulu qu'on s'y atterrisse. On est en train de travailler sur ça. C'est pas Winston Churchill qui est aux commandes au Royaume-Uni. Il y a dans cette sortie une dimension oratoire typiquement trompienne, l'hyperbole, terrible, lamentable, la personnalisation. Nous ne voulons plus rien avoir à faire. La cession du pouvoir absolu, j'ai le droit. C'est l'America First version 2026 radicalisée par la guerre. Les alliances ne sont plus sacrées, elles sont transactionnelles. L'Espagne paye aujourd'hui pour avoir dit non, là où l'Allemagne a dit oui. Pourtant, l'histoire enseigne la prudence. Les bases hispano-américaines ont survécu à Franco, à la transition, à Zapatero et à Sanchez. Les échanges commerciaux, eux, résistent souvent aux tempêtes politiques. Trump pourra-t-il réellement imposer un embargo? Washington insiste depuis des mois pour que les Européens augmentent encore leurs dépenses de défense. Autre sujet sensible, les barrières commerciales bien sûr, et la menace de nouveaux droits de douane américains. C'était l'objet initial de la visite du chancelier allemand. En clair, cette rencontre est un énième test, mais dans un contexte de tension internationale absolument infernale, un test de solidité de ce couple transatlantique dans un moment d'instabilité stratégique et j'ai envie de dire d'inconnu stratégique. Au-delà du sensationnel, cet épisode révèle une vérité profonde. L'ère de la dépendance inconditionnelle à Washington touche peut-être à sa fin. Friedrich Merz, en restant silencieux face à la charge contre Madrid, incarne la prudence allemande. Pedro Sanchez, en refusant les bases, affirme une souveraineté assumée et l'Europe entière observe. Faut-il plier ou s'unir pour exister face à un allié devenu imprévisible? Donald Trump a voulu humilier l'Espagne. Il a surtout mis en lumière les fractures d'un Occident en pleine mutation. Dans l'Oval Office, mardi, ce n'était pas seulement Madrid qui était visé, c'était le vieux monde atlantique qui vacillait sous le poids d'une nouvelle ère, celle où les menaces commerciales
remplace les garanties de sécurité et où l'amitié entre puissances se mesure à l'aune d'une obéissance immédiate. L'histoire, elle, jugera si ce coup de semonce fut un coup de maître ou le début d'une fracture irrémédiable. Et pendant ce temps, au-dessus de Téhéran et Beyrouth, les missiles continuent de tomber. Merci.